Bonsoir et bienvenue dans votre émission Studio Lacan. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Rosier, linguiste, auteur de nombreux travaux autour de l'insulte, pour débattre avec nous sur ce thème, insulte, quand le mot blesse. Pour l'écho de la culture, Célia Breton nous chroniquera pour nous la pièce d'Édouard Albee, Qui a peur de Virginia Woolf, où l'insulte a quasiment le statut d'un personnage principal. Enfin, nous accueillerons Nicolas Landricini qui commentera l'idée de Lacan que l'insulte est le premier et le dernier mot du dialogue. Fournier, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Vous êtes professeur de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université libre de Bruxelles. Et depuis une trentaine d'années, vous travaillez sur le pouvoir performatif de la langue et sur les insultes faites aux femmes. Parmi vos nombreux ouvrages, 3 ont retenu notre attention. En 2006, vous publiez aux éditions Labor, Petit traité de l'insulte, où vous disséquez les particularités de ce type d'énoncé, l'insulte, avec l'idée qu'étudier la langue sert à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. En 2018, vous publiez un essai linguistique qui a pour titre « De l'insulte, aux femmes », ouvrage venant à la suite d'une exposition dont vous étiez commissaire et qui avait pour titre « Salope et autres noms d'oiselles », exposition donc qui a eu lieu en Belgique, puis ensuite en France. Enfin, cette année, vous publiez aux éditions Payot un ouvrage qui a pour titre « La riposte », avec comme sous-titre « Femmes, discours et violence », où vous vous intéressez plus spécialement aux réponses possibles de la part des femmes face aux insultes. Il est donc toujours question de la langue, de sa particularité, de son usage, mais aussi de la parole et, on pourrait dire, de son pouvoir. Alors, pour commencer notre discussion, comment définir la logique et les spécificités de l'insulte ? Alors je dirais que le degré zéro de l'insulte, c'est le nom. En fait, c'est la catégorie du nom qui au départ n'est pas sert simplement à classer. Penser, c'est classer. Si vous dites par exemple le français, l'arabe, au départ ce ne sont pas des insultes, mais potentiellement à partir du moment où quand vous utilisez ces noms, vous désignez quelque part l'autre, il y a potentiellement quelque chose qui se joue de l'ordre de la mise à distance. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours défendu l'idée, après évidemment avoir beaucoup étudié sur le terrain l'insulte, que tout mot potentiellement pouvait devenir une insulte. Ça dépend, donc il y a un certain nombre de critères pour que ça devienne une insulte et sûrement la question du contexte. Bien entendu. Et je parle ici d'un certain type d'insulte parce que tous les travaux que j'ai faits lient l'insulte à la discrimination. Et c'est vrai qu'il y a aussi un dispositif, je dis de façon toujours amusante, le terme pâquerette ou le terme chaussette. On a l'impression que chaussette désignant une réalité un peu plus triviale sera potentiellement une insulte plus rapide que la fleur. Mais
C'est pas, voilà, tout dépend vraiment du contexte immédiat et aussi de la mémoire des discours dans lesquels on se situe. Des mots peuvent devenir à un moment plus saillants que les autres et à ce moment-là, potentiellement plus blessants, suivant ce contexte immédiat ou ce contexte mémoriel. Vous parliez de catégorisation du nom, et en fait on voit le glissement avec l'insulte par le fait que le fait de nommer produit de la ségrégation, c'est-à-dire au sens étymologique de la différence. Enfin, et d'ailleurs, donc dans votre petit traité de l'insulte, vous repérez différentes variétés d'insultes. Qu'est-ce qu'a été pour vous les critères différentiels pour dresser cette typologie ? Alors, on est parti de la question des stéréotypes. Parce qu'en fait, ce premier travail sur l'insulte est venu d'un séminaire sur l'identité linguistique, comment on se définit. Et les étudiantes à l'époque, je m'en souviens très bien, m'ont dit mais madame, il y a aussi des identités négatives. Et donc on est parti de là et on s'est aperçu qu'en recueillant les mots, alors c'est compliqué de recueillir les insultes in situ, parce qu'on va pas se mettre à un carrefour et attendre les insultes, donc c'est plutôt demander aux gens quelles insultes ils utilisent, et parfois aussi c'est gênant, parce que les gens vont pas dire qu'ils utilisent des insultes racistes, sexistes, ils vont toujours dire que quelqu'un les a dites et qu'ils les ont entendues, et donc à partir de la question des stéréotypes, on se dit il y a des stéréotypes liés à l'origine géographique, ce que j'ai appelé les ethnotypes. Il y a des stéréotypes liés au social, à la place sociale qu'on occupe, la profession. Ça, ce sont des sociotypes. Il y a toutes les questions liées au genre, qui sont les sexotypes. Et puis, il y a le mouvement, finalement, qui est celui d'ontologisation de l'insulte. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un « Ouais, t'es vraiment un maladroit », et puis finalement, on répète la chose, et ça devient le maladroit. Alors on peut se dire que c'est pas un stigmate très lourd à porter, quoique, quand on dit à quelqu'un qu'il est tout le temps maladroit. Et ça, c'est les ontotypes, si vous voulez. Donc, c'est vraiment les catégorisations sur lesquelles j'ai travaillé. Après, évidemment, il y a les insultes avec des noms d'animaux, les insultes qui sont liées à des questions de psychologie. Voilà, il y a des sous-catégorisations à faire, mais le point de départ, c'était vraiment insultes et stéréotypes. Et alors, qu'est-ce que finalement ça peut nous enseigner l'insulte, l'énoncé de l'insulte, concernant le rapport qu'on entretient avec la langue en tant que telle ? Alors, on voit que, on a parlé de blesser. Vous avez dans l'introduction de votre texte, vous avez dit l'insulte blesse. Donc c'est sur ce qu'on appelle la dimension performative. Alors dire, c'est faire en partie. Évidemment, asséner un mot violent ou asséner un coup de couteau, ce n'est pas la même chose. Mais il est clair que l'insulte produit une blessure qui touche et qui stigmatise. Et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a cette idée du pouvoir du langage, le pouvoir négatif, parce qu'on connaît aussi les mots de consolation, les mots d'amour, qui eux, évidemment, normalement, sont là au contraire pour une approche plus positive de ce pouvoir performatif. Mmh. Alors, vous avez également travaillé un petit peu plus tard sur ce qui me paraît être une spécificité vraiment contemporaine, qui est le monde numérique, sur ce que ce champ modifie et renouvelle du champ de l'insulte. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, ça nous a offert un formidable corpus, c'est-à-dire des observables. J'ai coutume de dire que maintenant, avec le numérique, des choses se sont écrites qui ne se seraient même pas dites. C'est-à-dire on a dépassé des cadres de violence qu'on pouvait, intuitivement imaginer. Et donc c'est clair qu'il y a une reconfiguration et il y a ce que j'appelle une violence augmentée par le numérique, par les différentes modalités technologiques, par l'espèce d'impunité aussi de l'anonymat, même si malheureux, il y a aussi des personnes avec tout à fait leur nom qui peuvent tout à fait insulter comme ça à visage découvert, mais c'est clair que il y a aussi cette idée finalement que c'est pas grave, on envoie des mots comme ça, c'est des espèces de logorées, et plus il y en aurait, moins ça toucherait en fait. Mais on se rend compte qu'en fait pour les personnes concernées qui font l'objet de bashing, qui font l'objet de haters, etc. Shitstorms. Oui, voilà, oui, on a vraiment. Alors,
Ça existait auparavant, mais c'était beaucoup plus dans des niches où il n'y avait pas On a le corbeau qui écrit des lettres anonymes, mais c'est plus lent, quoi. C'est plus lent, voilà. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les corbeaux, ils sont là sur le net. Hein. Il y avait les petits oiseaux de Twitter. Quand on lit Twitter, on se rend compte en effet qu'il y a une polarisation et dès que finalement l'interlocution, alors d'abord les gens sont très quand même positionnés à des places très différentes dans le champ politique militant, et dès que, les discussions s'arrêtent vite par une insulte. Oui, et on monte très vite. C'est-à-dire que on a cette idée qu'on devrait progressivement écouter la parole de l'autre, ce qui ne se fait pas. Hein. On a tout de suite une polarisation de la communication. Et très vite, on a en effet des montées agressives, des tutoiements intrusifs, des mèmes qui se moquent de vous. Et ça, c'est vrai que cette vitesse de la montée en tension, elle est pour moi liée évidemment à la facilité technologique. Et donc cette dimension de pouvoir de la parole ou du mot, du signifiant que vous évoquiez juste avant, vous trouvez que finalement elle serait en quelque sorte un peu amplifiée si on se situe dans ce contexte-là des réseaux et du numérique ? Oui, parce que... Lorsque on est en présence de l'autre personne. Oui. Mais en fait, il y a aussi que ça prend, si vous voulez, sens dans un contexte général où la parole publique a de moins en moins d'éthique. C'est-à-dire, vous avez des hommes et des femmes politiques qui s'expriment de façon grossière, voire insultante, et donc on a un modèle aussi rhétorique, je dirais, qui n'est plus un modèle de respect dans la communication. Et cette espèce de mimétisme global fait que, la violence est entrée dans l'arène des mots et elle représente une nouvelle rhétorique qui ne permet plus, en effet, comme on le dit, les discussions construites, argumentées, où il y a un respect, en fait, de l'autre, même si on n'a pas les mêmes idées. Comme si l'insulte était rentrée dans la langue commune. Oui, elle l'a toujours été, je pense. Mais ce qu'il y a ici, c'est qu'on peut évidemment beaucoup plus l'exploiter et la voir in visu et en être victime. Parce qu'évidemment... rentrant dans la langue commune, on pourrait penser qu'elle change aussi un peu de statut, que l'insulte change un petit peu de statut. Mais il y a toujours eu un discours social ambigu par rapport à l'insulte. Soit on la considérait, elle fait partie de l'arsenal rhétorique, de la stratégie argumentative. Hein. Il y a l'art de l'insulte. Et puis il y a l'insulte crasse, l'insulte vulgaire. Et j'étais toujours étonnée que quand je faisais des conférences sur l'insulte, j'avais toujours quelqu'un qui me disait « Ah, les bonnes insultes du capitaine Haddock ». Vous savez, dans Tintin, le capitaine... C'est qu'ils font rire, là. Mais ils font rire. Il y a une jubilation. Il y a une jubilation, mais je leur disais, vous savez, moi je viens avec des insultes du terrain et elles sont nettement moins drôles et nettement moins créatives. Tout à fait. Alors, nous évoquions tout à l'heure un autre ouvrage que vous avez écrit qui nous a beaucoup intéressé, De l'insulte aux femmes, où vous vous intéressez donc plus particulièrement au statut des insultes lorsqu'elles s'adressent aux femmes. Alors, oui. J'aurais 3 questions un peu générales. Tout d'abord, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait une spécificité de ces insultes-là ? Ensuite, quel enseignement, selon vous, peut-on en tirer sur l'insulte comme telle ? Et enfin, sur, disons, les femmes ou la féminité. Alors, 3 grandes questions. Oui, tout à fait. Alors, la manière dont j'avais posé, vous avez parlé de l'expo Salope, j'avais pris des figures de femmes qui n'étaient pas des figures consensuelles. Par exemple, j'avais pris Margaret Thatcher. Hein, on sait que quand elle est morte, on a dit la vieille sorcière est morte. Enfin, il n'y a même pas ce respect aux morts et aux mortes. Hein, donc, ça m'avait interpellée. Et je m'étais dit, est-ce qu'on l'a insultée aussi par des insultes à caractère sexuel qui paraît être le propre d'une grande catégorie des insultes faites aux femmes. Et en effet, j'ai trouvé, par exemple, pour Margaret Thatcher, nymphomane capitaliste. Donc, il y avait quand même ce côté nymphomane par rapport à capitaliste. Donc, c'est clair qu'il y a des insultes qui sont propres aux femmes et qui sont liées à la sexualisation, une espèce de trop de disponibilité sexuelle de la femme, salope, etc. Je ne vais pas les prononcer. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut articuler ça à la prise de parole publique des femmes.
ou quand elles descendent dans l'espace public, comme si en effet là, eh bien, elles se montrent, donc on a tout à fait le droit à ce moment-là de les critiquer, de les insulter, de faire des remarques sur leur corps, sur leur manière de s'habiller, sur leur manière de parler, etc. Mais ça, c'est lié aussi, en effet, à cette prise de parole des femmes dans l'espace public à la Révolution française, quand les femmes s'expriment sur la place publique comme l'âme de Bougouge, on les traite de viragos par exemple, ou de monstres même, mi-homme, mi-femme, enfin. Donc elles dérangent quand elles prennent parole dans l'espace public, en général pour militer pour plus de droits. Et alors, lié la dernière question, qu'est-ce que ça nous dit des femmes? C'est vrai que je travaille pas beaucoup avec la catégorie du féminin parce que je pense qu'elle est construite aussi historiquement. En tout cas, le point de vue que je porte sur cette question, moi, c'est celui-là, historique et sociologique. Elle nous dit plutôt ce que je vous disais sur la manière dont la société continue encore de considérer les femmes. Il y a encore plein de comptes Instagram qui aujourd'hui répertorient ce que des hommes disent des femmes quand elles se montrent et quand elles voilà. Alors, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on repère aussi dans une certaine catégorie d'insultes que celles qui sont adressées aux hommes visent très souvent quand même à les féminiser. Oui. Con, par excellence, et toutes ces variations, connard, renvoient au sexe féminin. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se demander quand même cette accointance entre l'insulte et le féminin. Parce que même adressé aux hommes, c'est pour les féminiser, comme si le féminin était tout à fait équivalent à l'insulte. Oui, dans ce sens-là, je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire que l'insulte et la stigmatisation seraient liées à des personnes de sexe féminin parce que ce sont les femmes que l'on vise ou les minorités de genre aussi, mais il y a toute une série d'insultes aux hommes qui sont aussi des insultes sur leur puissance sexuelle. Ou au contraire, on va leur dire ça féminise, voilà, oui. Sur leur impuissance sexuelle. Et donc on a la puissance sexuelle des femmes et l'impuissance sexuelle des hommes qui répartit une partie des insultes, évidemment. Ou alors on insulte la mère d'un homme. Oui, ça, c'est bien sûr. Là, c'est c'est clair même que là aussi, quand on nique ta mère ou fils de pute, c'est la mère comme femme. Bien entendu, oui. On retrouve les archétypes aussi à ce moment-là. Moi, je suis partie en effet de la figure de la femme, de la guerrière, de la muse, de la voyante, en disant que elles ont évidemment, il y a la bonne mère, la mauvaise mère, et très souvent on retrouve dans le cadre de l'insulte cette figure de Janus, si vous voulez, dans les stigmatisations. Alors nous allons faire une petite pause, on reprendra la conversation passionnante juste après, pour la chronique Écho de la culture. Sylvia Breton, bonsoir. Vous êtes psychologue et membre du dispositif jeunesse de l'école de la cause freudienne. Vous allez nous présenter la lecture d'une œuvre où l'insulte s'inscrit dans le dialogue amoureux. Bonsoir. Difficile de penser que l'insulte est un rapport avec la poésie de l'être, peut-être tout autant difficile de penser qu'elle puisse s'inscrire comme premier et dernier mot du dialogue amoureux. Et pourtant, c'est l'exercice de style qu'a proposé avec brio Édouard Albi avec l'écriture de sa célèbre pièce « Qui a peur » de Virginia Woolf. Le texte fit scandale tant il repousse les limites opposées à l'offense et à l'injure. Mais le scandale n'est-il pas davantage celui de la levée de rideau sur la comédie des sexes? Pensons à l'une des traductions du titre « Qui a peur de vivre une vie sans illusion ?» Alors donc on assiste aux joutes verbales cruelles entre un mari et sa femme lors d'une nuit d'ivresse. Oui, et c'est depuis cet exil de la croyance amoureuse que s'ouvre la pièce. L'insulte y surgit dès le premier mot d'un dialogue qui ne s'éteindra que quelques heures plus tard, laissant les protagonistes à bout de souffle. Dans ce huis clos, deux couples se retrouvent pour une fin de soirée arrosée. Martha et Georges, mariés depuis plus de 20 ans, se donnent en spectacle devant un jeune couple, mode d'adresse récurrent, mais dont les règles leur échapperont au fil de la pièce. Et c'est Martha qui les transgresse en premier, en franchissant la barrière des non-dits autour de laquelle s'est organisé leur couple.
Gagnés par l'ivresse langagière, les invectives se succèdent et l'outrage ne connaît plus de limite. L'alcool et les injures font alors dire les impasses de l'être à deux. Alors comment situer la fonction de l'insulte dans cette pièce ? L'insulte sert ici à nommer ce qui ne peut se dire. Et l'énonciation donne à entendre que la tonalité injurieuse peut se porter sur tout signifiant, qu'il soit doux ou blessant. Tout est affaire de rhétorique, donnant aux mots leur poids de réel qu'à perdre toute signification, comme nous l'indique Lacan. L'injure est donc à la fois symptôme et liant d'un couple qui ne semble pas prêt à se défaire pour autant. Car les apostrophes offensantes trouvent leur place dans la chaîne signifiante conjugale et deviennent ainsi garantes de sa continuité. En effet, si le mot qui blesse clôture parfois le dialogue, il est aussi appel. Appel paradoxal. Impuissance d'un homme à être autre ou énigme du désir féminin. Aussi l'insulte n'a-t-elle pas toujours valeur de chaîne brisée, mais réalise ici un phénomène de bord. Par ce dernier rempart contre le non-rapport sexuel, elle renvoie à l'étymologie du terme provocation, soit une invitation à en dire davantage. La pièce d'Albi pourrait alors se lire comme un usage inventif du mi-dire, qui ferait sourdre l'indicible du manque, point d'insupportable pour ce duo. C'est là que se situe la dimension d'injure d'où s'origine la métaphore, que l'on aurait envie d'étendre jusqu'à la métaphore de l'amour. Car derrière le danger que cette joute verbale leur fait courir, se loge la tentative de maintenir le partenaire symptôme dans le champ du désir. L'insulte est donc bien en lieu et place de ce qui nomme et ravage l'être. Et c'est peut-être grâce à ce détour qu'il sera possible à Martha de céder une part de son manque dans sa dernière réplique. Qui a peur de Virginia Woolf ? Moi, Georges, moi. Merci beaucoup, Sylvia Breton. Nous allons à présent reprendre la discussion avec notre invitée Laurence Rosier. Alors, concernant toujours les insultes faites aux femmes, une partie de vos travaux ont porté aussi sur les conclusions qu'on peut en tirer sur la place faite à la parole des femmes dans nos sociétés et encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez en parler ? Oui, je l'ai déjà évoqué, c'est l'idée, en effet, quand les femmes sortent de l'espace public. Parce que là, vous avez parlé d'un espace intime. Bon, j'espère que la glamourisation de la violence est un modèle un peu dépassé, parce que, voilà, c'est clair qu'il y a une idéalisation, là, une symétrie dans le rapport, qui, dans la vie réelle, les disputes se finissent aussi par des féminicides, et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, voilà, les objets culturels sont là évidemment pour nous interroger et montrer d'autres possibilités évidemment d'autres facettes. D'autres facettes de l'insulte. Il y a aussi des couples qui s'engueulent toute leur vie sans se tuer l'un l'autre. Bien entendu, mais l'idée de violence, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui se passe dans la violence. Je sais pas, moi, quand je lis le dernier Natacha Apana, La nuit au cœur, je vois quand même que la violence, elle est asymétrique. Donc, enfin, en tout cas, dans les pourcentages. Voilà. Mais si j'en reviens à la prise de parole publique des femmes, et aussi certains espaces de savoir. Moi, je l'ai fait en tant que linguiste, en disant, tiens, finalement, au 16e, 17e, il y a plein de femmes qui écrivent sur la langue, mais il n'y en a aucune qui produit une grammaire. Et on dit toujours les grammairiens, même si on représente la grammaire comme une femme avec un couteau castrateur, donc c'est assez interpellant. Et donc voilà, c'est aussi ce genre de choses, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les femmes n'avaient pas droit finalement à la grammaire, et l'image qu'on en retient, c'est les précieuses ridicules de Molière. Alors au 18e, on a quand même une prise de parole publique pour revendiquer des droits et être une citoyenne comme un citoyen. Donc là aussi, c'est une prise de parole politique. Au 19e, on a la prise de parole littéraire et politique. Et si vous voulez, par exemple, quelqu'un comme George Sand, on voit le nombre d'insultes qu'elle a reçues justement parce qu'elle essayait de briser des codes. Des codes de genre, des codes de convenance, etc. Et donc, c'est vraiment la question de la riposte qui vient de l'insulte. Une femme, normalement, ne répond pas.
Alors là, justement, elle répond dans l'exemple que vous avez donné, mais dans la société, la femme doit normalement conserver les convenances, la bonne langue, elle est un peu la gardienne des bons usages de la langue, et l'insulte normalement ne fait pas partie, évidemment, ça fait partie de son arsenal, elle est tout à fait capable de produire des insultes, mais elle sera d'autant plus punie et stigmatisée si elle le fait sur la place publique. Alors, comme vous parlez justement là, de votre dernier ouvrage Riposte, on va maintenant s'y pencher, où vous vous intéressez à différentes façons de contrer l'insulte, d'y répliquer, et on pourrait dire aussi en quelque sorte de la traiter. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur votre projet, peut-être les raisons pour lesquelles vous avez voulu effectivement écrire autour de ce thème, et aussi, deuxième question, peut-on dire que ça participe de la création, je crois que je connais la réponse, mais d'un champ politique? Voilà. Alors, il est clair que déjà, quand j'ai traité l'insulte, souvent l'insulte est déjà en soi une riposte. Elle peut être vue comme ça, c'est-à-dire elle riposte à une situation, riposte à une violence. Donc la riposte tournait autour de l'insulte. Donc l'insulte comme déjà réplique, et donc là vous vous intéressez à la réplique. À la réplique. Voilà, exactement. Parce que c'était une demande sociale. Quand j'ai publié mon ouvrage de l'insulte aux femmes et quand il y a eu l'expo, beaucoup de personnes sont venues me demander mais comment on riposte parce que souvent, soit on n'a pas l'esprit d'à propos. On ne trouve pas la bonne insulte, soit on est dans des rapports hiérarchiques qui font que forcément on doit se taire. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ces questions de mon point de vue de linguiste, bien sûr, j'essaie de ne pas être une tutologue, comme on dit, et en me disant, comment est-ce qu'on peut prévoir des ripostes qui parfois ne seront pas en effet du tac au tac, comme le modèle que je mets en avant dans la question de l'esprit français, puisqu'il y a une partie quand même sur l'imaginaire de la langue française qui est liée à la riposte avec Cyrano de Bergerac. On lui dit vous avez un grand nez, et puis lui il fait la longue tirade qui est devenue un classique. On n'a pas toujours cette tirade disponible, cette éloquence. Et donc j'ai essayé à ce moment-là d'observer, en fait, de faire une espèce de cartographie des ripostes contemporaines en essayant aussi d'expliquer d'où elles venaient et de me dire, tiens, on peut riposter par le silence, on peut riposter... Oui, parfois quelque chose de poétique. On a la littérature nous donne plein d'exemples des personnes qui ont subi des violences et puis qui après elles n'ont pas réagi, peut-être aussi pour se sauvegarder. Et puis des années plus tard, elles vont écrire un livre. Ça fait partie pour moi d'un certain type de riposte. Après, évidemment, la riposte qu'on préfère, c'est les punchlines, quand on apprend à répondre immédiatement du tac au tac. Et j'ai pas mal discuté avec des femmes politiques qui me disent oui, maintenant, moi, la personne qui tous les matins me dit « Oh, tu es bien jolie aujourd'hui », quand j'ai commencé à lui dire « tu as une jolie cravate aujourd'hui », et le lendemain « Oh, tu as un joli pantalon aujourd'hui », eh bien, la personne a compris qu'en fait, c'était un petit peu gênant, voilà. Et vous voyez que là, ça se fait... de l'humour, là. Oui, bien sûr, riposter par l'humour, heureusement qu'on a encore de l'humour et de la joie, parce que sinon, dans le monde dans lequel on est, et c'est clair qu'essayer parce que l'insulte n'est pas joyeuse au départ, je veux dire, l'insulte, c'est de la violence, mais la question du retournement aussi, le retournement du stigmate, se réapproprier aussi le gros mot, l'insulte. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de dispositifs possibles, et j'ai voulu un peu les rassembler pour essayer de montrer en effet que de toute façon tous les combats s'ancrent dans la langue et dans les discours, sinon on passerait pas son temps à échanger même de façon violente. Et mais avec évidemment en arrière-fond l'idée que je défends quand même toujours cette idée d'une éthique langagière de la parole publique, et que je continue à penser que des hommes et des femmes politiques ne doivent pas s'insulter en public, parce que je trouve que ça ne fait pas du tout avancer les combats sociaux, économiques, culturels. Alors, comment, on a parlé de l'insulte, mais au fond, du coup, comment, à rebours de ce champ-là, quelle serait votre idée sur est-ce qu'il existe une courtoisie contemporaine? Ça fait un peu vieux jeu. Non, pas du tout. Mais... Non, parce que c'est clair que dans mon bouquin sur la riposte, d'ailleurs, je prends le compliment
comme étant un échange qui a une histoire, notamment avec la galanterie française, qui fait aussi partie des imaginaires. Et le mot courtois me plaît bien parce qu'en effet, dans les échanges, je parle d'ailleurs d'un mouvement de ce qu'on a appelé la rhétorique invitationnelle, et qui est une rhétorique de l'écoute et du respect, même dans des cas où, alors c'est très compliqué aujourd'hui, de vraiment se dire je laisse l'autre parler, je le laisse déployer sa pensée, et puis il va pas me convaincre. Alors évidemment, on a chacun ses limites par rapport à qui on veut. Il y a des limites de personnes avec qui on se dit non, là je ne discute plus, je mets un cordon sanitaire. Mais c'est vrai que cette idée de courtoisie, la politesse, elle est à l'origine finalement des convenances, et les précieuses ridicules, c'est ce qu'elle voulait aussi. Elle s'était lissée un peu la grossièreté, la rustrerie, et donc je trouve pas que c'est un combat d'arrière-garde, cette question de la courtoisie des échanges. Et quelles seraient ces manifestations aujourd'hui, justement? Alors ceci dit, on peut être très courtois et très insultant. Exactement. Bien entendu, on a des exemples célèbres, notamment dans les échanges au deuxième tour des élections de 2007 entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, quand il lui dit « 107 fois madame », on voit bien qu'en fait c'est pour rappeler qu'elle est une dame et que peut-être une femme n'est pas digne d'être présidente de la République. Donc ça, c'est des usages stratégiques et rhétoriques, mais par rapport à cette question de développer, mais la courtoisie va de pair avec l'écoute. Et avec la complexité et avec la nuance. Et ça, ce sont des modèles sociaux qui aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont présentés. Voilà. Oui, la nuance. Non, tout à fait. Et on peut aussi être très assertif et nuancé. Il n'y a pas de Donc il y a une courtoisie contemporaine à inventer. Tout à fait, bien sûr. Alors j'évoquais tout à l'heure la dimension politique qui est présente dans votre ouvrage, mais il y a aussi la dimension poétique. Oui. Vous évoquez le fait de poser, là je vous cite, une dimension éthique sur nos usages langagiers, de l'éloquence à l'humour, pour former une poétique de la riposte. Alors, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour conclure notre conversation? Oui. En fait, j'étais d'abord partie de la riposte poétique. Alors là, c'était plutôt parce que je voyais autour de moi pas mal de femmes qui empruntaient justement la voie de la poésie. C'est un champ qui est beaucoup investi aujourd'hui, et de la poésie lue, oralisée, slamée, et donc il y avait vraiment cette volonté finalement... En mettant en jeu le corps. En mettant en jeu le corps, voilà, et avec l'échange. Je pense qu'il y a cette question d'échange qui est importante. Et puis, je me suis dit, mais l'idée d'une poétique de la riposte, c'est l'idée évidemment d'avoir une vision englobante de toutes des formes de riposte particulières qui doivent en effet, qui peuvent emprunter, elles peuvent être violentes d'un point de vue langagier. Je dis pas qu'il faut tout lisser, au contraire, je montre des exemples qui sont un peu clash, bien entendu, mais la mise en scène permet évidemment de dire, voilà, il y a une mise en scène de la violence qui la met à distance et qui permet de réfléchir sur cette violence. Et la poétique de la riposte, c'est ça. C'est permettre de mettre en scène des lieux où s'énonce de la violence, mais où on peut aussi la dénoncer par là même, en la performance, si vous voulez. Oui, il peut avoir aussi une dimension cathartique. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Bien, nous allons devoir arrêter là. Merci beaucoup pour cette conversation passionnante, et nous allons passer à la rubrique suivante, l'actualité de la psychanalyse. Nicolas Landricini, bonsoir. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous allez commenter une idée surprenante de Lacan sur l'insulte. Alors, quelle est-elle? Bonsoir. Alors, dans son écrit intitulé L'étourdi, qui date de 1972, Lacan nous dit, page 487 des autres écrits, que l'insulte est le premier et le dernier mot du dialogue. Alors, pourquoi articule-t-il l'insulte et le dialogue, et comment le fait-il? Alors, précisons d'abord que c'est dans ce passage du texte, Lacan est en train d'opérer une critique de l'idée même de dialogue.
à partir de la notion de « un tout seul » qu'il a proposé et déployé dans son séminaire ou pire, qu'il vient de donner l'année précédente. S'il y a de l'un, si c'est le un qui prévaut, alors il n'y a pas de rapport, disons, entre deux. Dès lors, la possibilité du dialogue est compromise. Ainsi, Lacan avance qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre les sexes et on pourrait ajouter qu'il n'y a pas de rapport verbal entre les êtres parlants, soit que le dialogue est impossible ou qu'il est un leurre. Maintenant, l'insulte. Notons d'abord que dans la même phrase, Lacan se réfère à Homère et à l'Iliade, épopée qu'il réduit à une succession agrégée d'insultes. Le texte d'Homère se ouvre et se boucle en effet par les insultes d'Achille à l'encontre d'Hector. L'œuvre épique entière, cette somme immense de dits, est ramenée au dire colérique qui la sous-tend. Avec cet exemple, Lacan fait de l'insulte le début de la grande poésie. Chose grandiose, la base des rapports humains, comme il a pu dire ailleurs, et non pas simple agressivité. Alors pourquoi donner cet éminent statut à l'insulte ? Peut-être parce qu'en visant à nommer l'être de l'autre au point précis où il incarne l'objet déchet de celui qui insulte, elle produit l'altérité dans le champ du langage, avec le paradoxe qu'elle vise, ce faisant, son anéantissement. Ainsi, dans son cours « Le banquet des analystes », qui date de 1989-90, Jacques-Alain Miller indique que, je cite, « c'est dans l'insulte que le langage porte à conséquence. L'insulte, c'est l'effort suprême du signifiant pour cerner l'autre dans son être, en tant justement que cet être échappe au sujet. Il essaye de l'obtenir par une flèche. » Miller reprend également une distinction établie par Jean-Claude Milner entre, d'un côté, ce qu'il appelle les noms de qualité, par exemple imbécile ou connard, et de l'autre côté, les qualificatifs plus communs, comme gendarme ou professeur, mettons. Gendarme ou professeur désignent des classes dont on peut reconnaître les membres à partir de leurs traits objectifs communs. En revanche, il n'y a pas de classe pour les noms de qualité. On ne peut pas définir la classe des imbéciles ou des connards à travers leurs traits communs. Les noms de qualité sont en quelque sorte des performatifs. On ne devient pas imbécile par déduction, mais plutôt par assertion, pourrait-on dire. Ceci dit, il est vrai également que nous devons tenir compte du contexte d'énonciation pour juger ce qu'il en est de l'insulte. Par exemple, si aujourd'hui on traite quelqu'un de bouffon, c'est clairement une insulte. Mais nous ne devons pas oublier que bouffon était autrefois un métier plus ancien même que celui des gendarmes. Par conséquent, il faut conclure qu'à l'époque, bouffon constituait un terme qualificatif désignant une classe. Cet exemple montre la propriété du langage d'opérer des glissements de sens, à quoi est particulièrement bien appropriée la connotation de l'insulte, qui peut se porter sur tout signifiant, selon le contexte. D'accord, mais alors que vise l'insulte finalement ? La vertu de l'insulte est de montrer par un dit dénué de signification l'acte des paroles pures, le dire touchant au réel. Ainsi, l'usage de signifiant comme insulte, dit Miller, vise l'être de l'autre, il vise l'autre au lieu de l'indicible, le point où l'être lui-même excède les possibilités de la langue. On pense au mathème de Habaré chez Lacan. Surgit alors du fond de la langue l'insulte comme signifiant qui tente de dire la chose même, en la cernant comme objet A, et ainsi saisir l'autre, l'isoler et le transpercer dans son être là, son Dasein, terme que Lacan emprunte à Heidegger. Alors, après, il y a un autre paramètre dans la question. Alors, quel est-il, cet autre paramètre ? Eh bien, c'est que l'insulte, il est aussi lié à un affect. L'insulte vient quand il n'y a plus de mots pour le dire, quand on ne peut plus raisonner et qu'on étouffe de colère. Si on prend ça du point de vue de la structure, la colère vient au moment, comme le rappelle Lacan, où les petites chevilles ne rentrent plus dans les petits trous. Ici, la colère qui entoure l'insulte, elle vient au moment où petit a,
fait surgir l'être de l'autre dans son abjection. On a beau énumérer les signifiants, tous sont en défaut pour dire ça. Les petites chevilles du signifiant n'arrivent pas à rentrer dans ce petit trou-là. Et ça peut être n'importe quel signifiant. Or, il y en a un qui, dans la chute et l'annulation de tous les signifiants, se sauve du désastre et qui vient là, comme une flèche, tenter d'être le signifiant de l'être de l'autre. Alors, en quoi la question de l'insulte intéresse-t-elle la pratique analytique ? Alors, je vous répondrai en vous proposant une dernière lecture de l'insulte comme premier et dernier mot du dialogue, à partir de la mise en tension des deux dimensions qu'on peut en quelque sorte opposer sur le plan clinique. D'un côté, la fonction de l'insulte dans l'hallucination psychotique, qui vient apostropher le sujet d'un « tuer cela ». Songeons à ce propos à l'exemple de l'hallucination truie rapportée par Lacan dans son texte « La question préliminaire ». Le psychotique a affaire d'emblée à la dimension de l'insulte dans son rapport au langage. Il la reçoit en quelque sorte de l'extérieur. Pour lui, en effet, le « cela » dont « tuer cela » est carrément dépréciative. À l'opposé, ce « tuer cela » constitue aussi ce que le sujet, disons non psychotique, rencontre dans la limite extatique du langage à la fin de l'analyse. Sauf que dans son cas, il ne le reçoit ni d'emblée ni de l'extérieur, mais disons plutôt qu'il le cherche longuement à l'intérieur de son analyse. Quand nous sommes dans ces cas de figure, il revient à l'analyse de faire de cette dépréciation le principe d'une ponctuation heureuse. Précisons pour finir à ce propos la fonction de ce qu'on appelle la nomination en psychanalyse. À la fin de l'analyse, il s'agit pour le sujet de trouver en effet un dernier mot qui aurait le statut d'un nom conclusif, lequel, à l'instar de l'insulte, va venir court-circuiter et boucler la quête incessante des sens, mais qui, à la différence de l'insulte, doit impliquer non pas un caractère dépréciatif, mais plutôt une louange. Bien, c'est bien de terminer sur le terme de louange. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces apports. Donc c'est à présent la fin de notre émission. Merci de l'avoir regardé. Studio Lacan revient samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle émission.